Allez, bonjour, c'est la 76e édition de la revue de la semaine. Alors la dernière, vous avez été 120 000 à la regarder, et je vous en remercie. Évidemment, ceux à qui celle-ci plaira mettront un petit pouce bleu pour nous encourager, et s'ils la découvrent, peut-être auront-ils envie de s'y abonner. Eh bien c'est simple, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Allez, générique. Je vais vous parler de ce 11 novembre 2018, 100e anniversaire du 11 novembre 1918. On va commencer par une petite distinction à opérer entre les mots, sinon on peut tout s'embrouiller. D'abord, il faut distinguer l'histoire. L'histoire, c'est une science. Elle établit des faits et elle les corrèle entre eux, elle suggère des corrélations. Parfois, elles sont évidentes, ces corrélations, d'autres, elles le sont moins. Et c'est pourquoi c'est une science en évolution, comme toutes les sciences, que l'histoire. Participent à la production de l'histoire les historiens, c'est-à-dire les spécialistes de cette matière particulière. Mais cela n'est pas tout. Il y a dans l'ordre de la vie politique des cités, des pays, des commémorations. La commémoration, c'est une façon de rappeler les événements du passé pour les articuler avec ceux du présent. Ça ne signifie pas qu'on porte sur eux une appréciation globale, positive ou négative. Ça veut dire qu'on les évoque, et à propos de cette évocation, des fois, les uns et les autres, on en tire des leçons complètement différentes, mais c'est important de savoir quels événements on commémore, parce qu'ils ont du sens pour tous, et qu'ils aident à construire une histoire qui nous articule, nous aujourd'hui, avec ceux du passé, et qui ont agi de telle ou telle manière. Et puis enfin, il y a les célébrations. La célébration, c'est un acte purement politique, parce que ça consiste à dire, parmi les faits qui sont dans l'histoire, parmi ceux que nous commémorons, il y a ceux que nous célébrons, parce que si demain il devait réapparaître des conditions comparables, eh bien nous voudrions avoir le même résultat, et c'est pourquoi nous célébrons la première fois où ce résultat a été obtenu, ou la première fois où cet acte a été posé. Donc ces trois mots n'ont pas le même sens. Et autant les utiliser avec discernement à chacune des étapes. Sinon, on transforme l'histoire, qui est une science, en un acte politique, alors que ça n'a rien à faire avec la politique. Ou bien on va vouloir faire d'une commémoration un acte de pur historien, alors que c'est pas le cas non plus. Ou faire de la célébration une vérité absolue, historique, alors qu'il n'en existe pas. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, la science est indifférente aux interprétations qu'on fait de ses résultats. C'est comme ça. Alors là, nous avons célébré le 11 novembre 1918. Mais qu'avons-nous célébré? Forcément une victoire militaire. Mais en même temps, ça n'est pas rien que de pouvoir dire c'est pas la même chose que nous ayons gagné, que nous ayons perdu. Il faudrait quand même le rappeler. La victoire a été acquise au prix du sang et des larmes, et elle a débouché sur la libération de deux territoires français occupés, l'Alsace et la Moselle, qui étaient occupés par les Allemands depuis la fin de la guerre de 1870, qui était l'occasion de la précédente invasion allemande. Ce n'est pas pareil que nous ayons gagné que nous ayons perdu. Je le dis parce que des fois, il arrive qu'en mélangeant histoire, commémoration et célébration, on finisse par mettre tout sur le même plan. Non, c'est une victoire militaire. On n'aurait pas de sujet de conversation s'il n'y avait pas eu une victoire militaire. Ou si par exemple ça avait été une défaite de la France. Et on a raison de célébrer la victoire des armées de la République et de ses alliés sur les armées du Kaiser allemand et du régime autocratique qu'il incarnait. En même temps, notre discours et notre regard sur les événements ne peut pas se limiter à ça. Nous commémorons aussi un épouvantable massacre, parce que tout le monde est mort dans cette histoire. 18 millions de personnes sont mortes, 1,7 million en France, 3 millions de blessés. Ce sont des quantités considérables d'êtres humains qui sont entrés en guerre les uns contre les autres et dans des processus d'autodestruction. On a parlé de suicide, de risque du suicide européen, car évidemment les saignées qui ont été faites sur la Terre et parmi les rangs humains sont encore visibles, ont encore des conséquences aujourd'hui. Et cette guerre abominable, la science historique nous apprend qu'elle a des causes. Elle n'est pas tombée du ciel ou, comme certains pseudo-philosophes font mine de le croire, de la folie humaine, de la déraison. Non, pas du tout. Des millions de pauvres diables n'avaient aucune envie de mourir.
leur famille n'avait aucune envie de voir partir les pères, les fils sur le front, aucune envie, ils faisaient ce qu'ils appelaient leur devoir, parce que il fallait bien y aller, vu que tout le monde y était convoqué, et celui qui n'y allait pas était un déserteur et pouvait d'ailleurs être fusillé pour ça. Hein. Donc ce n'est pas vrai que les gens y allaient par inclinaison personnelle ou parce qu'ils étaient pris par la folie collective. Il y a eu des moments de folie collective, bien sûr, au départ, quand après l'assassinat de Jaurès, enfin ils peuvent déclencher leur fichue guerre, c'est-à-dire que ils peuvent en France voter les crédits de guerre comme les députés allemands l'avaient fait un petit peu auparavant. Bon, et il y a eu des gens pour partir la fleur au fusil. On connaît ces scènes-là. Mais d'abord, c'était pas tout le monde qui partait la fleur au fusil, il faudrait quand même pas se tromper. Il faudrait pas prendre la propagande de l'époque pour la vérité éternelle. Tout le monde partait pas la fleur au fusil. D'ailleurs, quelques jours avant le déclenchement de la guerre, il y avait encore des manifestations contre la guerre en France, et pas des petites. Des manifestations importantes, au point que Jaurès pensait que la guerre n'aurait pas lieu, que personne n'oserait la déclencher, parce qu'il avait les mêmes échos d'Allemagne, où Rosa Luxembourg et d'autres lui avaient dit, écoutez, les militaristes allemands n'oseront pas déclencher la guerre. Pourtant, si, ils ont osé. C'est pour dire que tout le monde n'est pas parti la fleur au fusil. Il y a eu des gens qui sont partis la fleur au fusil, parce qu'on leur avait dit, vous allez voir, on rentre au mois de septembre, dans 2 mois c'est fini. Bon, ça a duré 4 ans d'une tuerie épouvantable, et c'est la première guerre industrielle de l'histoire, dont Jaurès et quelques autres avaient eu le pressentiment, parce qu'on avait déjà vu ce qui s'était passé dans d'autres pays autour. On a vu commencer à mettre en œuvre les gaz, les mitrailleuses, les chars et le reste. Bon, donc la science historique nous apprend qu'il y a eu quelques moments comme ça de folie. Il y en a eu un autre magnifique, superbe, c'est la fin de la guerre, quand les gens ont compris que la tuerie était finie. Alors oui, il y a eu un immense embrasement dans tous les villages de France, on a sonné les cloches, les gens s'embrassaient, et sur le front, on imagine quelle incroyable libération ça a été, nonobstant les brutes qui ont déclenché, les brutes militaires qui ont déclenché les derniers assauts. Hein. Il y a des gens qui sont morts d'une façon tout à fait incroyable, alors que l'on savait déjà que l'armistice était imminent, certains assauts ont été commandés. Mais enfin bon. Après, dans la commémoration, d'abord nous devons revenir aux causes qui ont déclenché la guerre, puisque ce n'est pas la folie, c'est donc autre chose. Ces causes, ce sont les contradictions d'intérêt qui n'étaient pas les contradictions d'intérêt des peuples, qui étaient les contradictions d'intérêt des capitalistes, qui ont poussé à l'affrontement entre le capitalisme allemand, le capitalisme français, et puis leurs succursales, leurs alliés, leurs amis, qui ont créé une espèce d'interdépendance qui fait qu'à un incident, à un bout de la chaîne, boum, tout a pris feu. Mais ça nous amène à dire 2 choses. Premièrement, la guerre n'était pas fatale. N'allez pas croire que parce qu'on est capable de discerner les causes qui ont conduit à la guerre, cela signifie que de toute façon la guerre était obligatoire. Non, il a fallu pour ça que des gens prennent des décisions. Il a fallu pour ça que certaines décisions ne soient pas prises, comme par exemple déclencher la grève générale contre la guerre, ce qui était au départ le projet de l'Internationale socialiste et ses décisions de congrès, jusqu'au congrès de Bâle de 1913, où, sur la sollicitation des députés sociaux-démocrates allemands, la grève générale a été retirée de la déclaration finale du Congrès socialiste, ce qui voulait dire que puisqu'il n'y aurait pas de grève générale, il y aurait la guerre. Bon, des gens se rassuraient, mais c'était quand même ça l'enchaînement. Donc la guerre n'était pas fatale. La guerre n'est jamais fatale. Il faut que quelqu'un le décide, et il faut que celui ou ceux qui les décident n'en soient pas empêchés par d'autres. Donc la leçon de la commémoration, c'est que la guerre n'est pas fatale. Et puis, deuxième élément, c'est que les peuples se sont opposés à la guerre. On a l'air de l'oublier dès le début, évidemment. Il y a des petits regroupements de pacifistes, ils sont très peu nombreux, notamment dans l'Internationale socialiste, puisque pratiquement tous les députés socialistes de toute l'Europe ont voté les crédits de guerre dans leur pays, dans des conditions, naturellement, qui ne sont pas équivalentes, là, encore une fois. Les députés sociaux-démocrates allemands votent les crédits de guerre en Allemagne, les premiers. Et au début, même, il y en a qui pensent que c'est pas vrai, que c'est un mensonge, c'est la propagande du Kaiser qui fait raconter ça. Mais non, ils ont bel et bien voté ça. Alors évidemment, eux ont pris la décision de la guerre. Ils ont participé au déclenchement de la guerre. La social-démocratie allemande est coupable de ce crime aussi. Mais après, les autres, la situation devenait un peu plus difficile pour eux, d'expliquer qu'alors qu'il n'y aurait pas de grève générale, alors que l'Internationale socialiste n'appelait plus à rien du tout, il aurait fallu ne pas voter les crédits de guerre, c'est très compliqué. Alors dans chaque pays, il y a eu des héros qui ont résisté, qui ont dit « moi je veux rien savoir, je ne participerai d'aucune façon à la guerre ». Bon, ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas
dans d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, et ce dont nous devons nous rappeler, c'est que la résistance à la guerre a été quasiment consubstantielle à la guerre elle-même. Et le plus grand acte de résistance à la guerre, le plus phénoménal, le plus incroyable, c'est la révolution d'octobre 1917, de février 1917, dans la Russie tsariste, puis d'octobre qui met fin à la guerre. Et le point de départ, c'est le refus de la guerre. C'est les femmes manifestent en février 1917 contre l'avis des partis politiques et restent en lutte et vont manifester pendant 3 jours parce qu'elles veulent la paix, parce qu'elles veulent le retour des hommes du front et que cesse la tuerie. Et ensuite, la volonté de paix ne va jamais quitter les tranchées russes, au point qu'il était impossible d'en tirer quoi que ce soit, et que les officiers russes qui ont déclenché des offensives générales n'ont fait que provoquer des saignées abominables dans les rangs russes, en augmentant la volonté que la guerre cesse. Et elle cesse avec la prise du pouvoir par les bolcheviks, il faut quand même le rappeler. Ils déclenchent une étrange situation qui s'appelle ni guerre ni paix, puisque ni ils voulaient continuer la guerre, puisque leur programme c'était que la guerre devait s'arrêter, ni non plus faire la paix, parce qu'il ne s'agissait pas non plus pour eux de s'entendre avec le Kaiser et l'impérialisme allemand, et donc ils décident ni guerre ni paix, qui a pour résultat immédiat que les armées allemandes ont occupé quasiment toute l'Ukraine, quasi instantanément. Donc on voit qu'ils ont payé le prix cher pour mettre un terme à la guerre. Ils vont ensuite récupérer les territoires lorsque l'Allemagne sera également vaincue sur le front de l'Ouest, mais sur le moment, il y en a eu des choses de dites contre la révolution bolchevique et contre les Russes, en disant, tu parles, ils ont arrêté la guerre à l'Est, du coup, le Kaiser et l'Allemagne peuvent envoyer des troupes à l'Ouest en T+, et en effet, on en a vu arriver. Mais chez nous aussi, il y a eu une résistance massive des soldats qui n'étaient pas des traîtres, qui n'étaient pas des lâches, qui n'étaient pas des gens qui auraient été mus seulement par la peur de combattre, mais qui étaient mus par le fait qu'ils comprenaient que cette tuerie n'avait plus aucun objet, que de mois en mois, on voyait des scènes de fraternisation se dérouler entre soldats allemands et soldats français, et notamment au Noël qui avait précédé celui de 1918. Et les états-majors étaient fous de rage, ne voulaient pas entendre parler de ces scènes de fraternisation ou de ces façons qu'avait la troupe de s'accorder, par exemple, à l'heure à laquelle tantôt les Allemands, tantôt les Français allaient chercher de l'eau à un puits qui était commun. Et ces pauvres gens qui ont refusé de mener le combat, aussi bien dans les tranchées allemandes que dans les tranchées françaises, ont été réprimés par les états-majors. Et le traître Philippe Pétain a joué un rôle extrêmement négatif, parce que à cette période où, paraît-il, il fut un grand soldat, il a quand même fait fusiller 4500 mutins de l'armée française, qui sont des insoumis de la première heure, puisqu'ils refusent de se soumettre au commandement qui était de continuer la guerre vaille que vaille, et qui était parti plutôt dans une logique révolutionnaire comparable à celle des Russes de l'octobre 1917. Voilà. Donc la commémoration nous permet de nous rappeler tout ça, et pour ceux qui sont de notre famille politique, car évidemment l'interprétation de l'histoire est une affaire politique, et il faut avoir le débat, il faut accepter d'échanger des points de vue qui sont contradictoires sur le sujet. Je connais des gens, et des fois des amis, qui me disent, on peut quand même pas célébrer la mémoire des mutins et des insoumis de 1917, parce que si tout le monde avait fait comme eux, c'eût été la défaite. Ben non, si tout le monde avait fait comme eux, c'eût été la révolution, pas la défaite. Et la preuve, c'est que dans les régions qui ont été affectées les premières par la capitulation de l'Allemagne, je pense à l'Alsace, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a eu un soviet, parce que l'Alsace, à l'époque, étant occupée par les Allemands, l'effondrement de l'Empire allemand a donné un soviet à Strasbourg. Alors, aujourd'hui, imaginer un soviet à Strasbourg, c'est quelque chose qui paraît extrêmement incongru, compte tenu de ce que sont les votes aux élections de Strasbourg. Bon, ils ont bien le droit, après tout. Mais à l'époque, il y a eu un soviet, et il n'est pas célébré, j'aime mieux vous le dire. J'ai connu des amis qui voulaient faire un film sur le sujet, ils ont dû y renoncer parce qu'ils ne trouvaient pas beaucoup de gens pour les aider à financer cette mémoire-là. Mais ça a eu lieu. Et vous avez eu comme ça des tas d'insurrections qui ont eu lieu un peu partout. Et vous avez eu ensuite, quand il y a eu la célébration de la victoire, que dans chaque village de France, on a commencé à construire des monuments aux morts. Vous avez eu des monuments aux morts où il y a écrit « mort pour des prunes » ou « maudite soit la guerre ». C'est-à-dire que la conscience politique révolutionnaire pacifiste, elle a existé tout au long du conflit, et y compris dans le conflit par des hommes qui faisaient leur devoir et qui obéissaient aux ordres qui leur étaient donnés, quand bien même ils les désapprouvaient et qu'ils y perdaient la vie. Alors vous voyez, en distinguant l'histoire
la commémoration et la célébration, nous arrivons à être chacun à notre place. Et puis ensuite, à discerner ce qui est commun à tous ces registres d'explication. Alors, dans le registre de l'histoire, dans le registre de la commémoration, comme dans le registre de la célébration, Philippe Pétain, premièrement, n'est pas maréchal de France, parce qu'il a été dégradé. Deuxièmement, parce qu'il a été condamné à l'indignité nationale, et qu'il faut donc être très ignorant pour balayer tout ça d'un revers de main et dire qu'on examine tous les aspects de l'histoire en même temps. Si tous les aspects de l'histoire avaient été examinés en même temps, je suppose que le président de la République aurait dû aussi évoquer la mémoire des fusillés, pour l'exemple, qui eux, méritaient le respect bien davantage que celui du traître Philippe Pétain. Et pourquoi dit-on que c'est un traître? Eh bien, parce que, à la faveur d'un véritable coup d'État légal, et utilisant les pleins pouvoirs qui venaient de lui être confiés par une assemblée majoritairement dominée par la droite, car la légende qui dit c'est l'Assemblée nationale du Front populaire oublie que premièrement tous les communistes, tous les élus des députés communistes sont en prison, et deuxièmement qu'une bonne partie des députés socialistes sont sur le front, ou n'ont pas pu revenir à temps pour voter ce jour-là. Donc il faut arrêter avec cette légende pourrie qui condamne d'une manière inacceptable des hommes et des partis politiques qui ont résisté. Il y a 81 héros qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, à l'époque encore maréchal, et qui méritent notre respect. Ils sont de plusieurs tendances, il n'y a pas que des gens de gauche, il y a aussi quelques personnes de droite, mais de loin les moins nombreux, de l'époque. Bref, Philippe Pétain, profitant des pleins pouvoirs qui lui avaient été votés, ont immédiatement décidé la capitulation. Alors, rebaptisé armistice, et il annonce que bon, il a pris contact avec l'ennemi pour négocier, blablabla, dans l'honneur. Mais il n'y a pas d'honneur à ce type de négociation. Et en effet, la demande d'armistice présentée par Philippe Pétain a abouti à ce résultat que les Allemands ont capturé plus de monde en 2 jours qu'ils ne l'avaient fait en plusieurs mois, parce que le message de Philippe Pétain a été le fin du fin de la désorganisation la plus totale des armées françaises, qui ont quasiment cessé le combat instantanément, permettant à l'ennemi de pénétrer très avant en France. Et là aussi, c'est pas pareil de gagner ou de perdre. Je le dis parce que des fois, j'ai des amis que j'aime beaucoup, qui tiennent des propos hors sol, parce qu'ils disent « Ah ben vous comprenez, bon, toute cette guerre était horrible dans son principe en 1914, bien sûr qu'elle était horrible. Bien sûr que nous la condamnons, bien sûr que nos cœurs sont tournés du côté de ceux qui voulaient qu'elle s'arrête, mais il fallait la victoire. Et de la même manière, après 1939, il fallait la victoire contre Philippe Pétain. Ça peut pas être mis sur le même plan, tout ça. Car ceux qui nous envahissaient étaient certes des Allemands, mais c'était surtout des nazis. Et Philippe Pétain était pas seulement un traître, c'était quelqu'un qui professait des opinions d'extrême droite. Et tout ça ne peut pas être oublié. Voilà ma contribution à la réflexion, s'il y en a une. Il faut qu'il y en ait une. Il faut qu'on parle, il faut que l'histoire vienne jusqu'à nos intelligences, que la commémoration nous installe dans la discussion et que la célébration vienne interpréter à notre façon ce que nous croyons bon et juste pour la patrie, en espérant que demain cela soit reproduit. Et moi, pour demain comme pour aujourd'hui, je préfère la victoire de la République française à quoi que ce soit d'autre, à condition bien sûr que ce soit la République, car il arrive que les armes de la République soient fort mal portées et qu'elles ne méritent que la défaite, comme ce fut le cas dans certaines circonstances particulières, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque se firent des abominations comme les massacres contre nos frères tirailleurs sénégalais, ou le massacre de Sétif, ou des choses de cette nature qui sont la honte de l'histoire de la République à peine rétablie et fort mal rétablie par ceux-là même qui l'avaient abandonnée auparavant. Et maintenant, je vais vous parler d'un événement beaucoup plus proche de nous qui sera le 17 novembre. Le 17 novembre, une consigne est partie du milieu des gens ordinaires, on va dire, des gens du commun, appelant ce jour-là à faire quelque chose pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Et cet appel s'est propagé très rapidement par les voies les plus diverses, mais surtout par la voie des réseaux sociaux. Une fois de plus, les réseaux sociaux de communication auront joué le rôle de propagation d'une volonté d'action. Alors déjà, c'est une première chose à observer.
C'est pas les réseaux sociaux qui ont créé la volonté d'action. Il y avait la volonté d'action et le réseau social en a été le déclencheur. Et ce sont des personnes qui n'ont pas d'engagement politique particulier, ils ont dû voter, hein, chacun suivant leurs opinions, qui a déclenché cette vague dans tout le pays. Alors en cours de route, des forces politiques ont décidé d'essayer de récupérer le mouvement, récupérer au sens de s'en attribuer la gloire, n'est-ce pas? Et je pense qu'en agissant de cette manière, elles ont plutôt fait courir le risque que le mouvement s'étouffe, meurt, parce que beaucoup de gens veulent protester contre l'augmentation du carburant, mais ils n'ont pas l'intention, en le faisant, de donner raison à tel ou tel parti. C'est pourquoi nous autres, les Insoumis, nous souhaitons le succès du 17 novembre. Nombre des députés insoumis seront sur le terrain présents avec les gens qui vont opérer des blocages ce jour-là, mais nous n'avons pas voulu faire d'appel qui puisse donner l'impression que nous voudrions prendre pour nous la responsabilité ou la paternité politique de ce mouvement, parce que c'est pas vrai. Alors, premièrement, c'est pas vrai, c'est un mouvement qui part des gens eux-mêmes et qui est auto-organisé, et deuxièmement, la condition pour qu'il marche, c'est que justement, il n'y ait pas de récupération politique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'un rapport de force énorme, enraciné dans la profondeur du pays, se dresse face au budget macroniste, parce que tout ça a une raison d'être. Si le carburant augmente, c'est d'abord parce que les taxes augmentent, et si les taxes augmentent, c'est parce qu'il faut compenser dans le budget de l'État les pertes de recettes, l'argent qui ne rentre pas, du fait de la suppression de l'impôt sur la fortune et de divers autres avantages qui ont été donnés aux plus riches de notre pays, qui ne partagent plus l'effort avec le reste du pays, mais se contentent d'engranger toujours plus, d'accumuler, avec l'action complice, active du gouvernement Macron. N'ayez pas d'autre idée. Alors les macronistes ont immédiatement, les macronistes et leur énorme appareil médiatique, ont immédiatement essayé de transformer ça en, premièrement, c'est une manifestation d'extrême droite. Non, je peux vous dire qu'il y aura des insoumis partout, et les insoumis ne sont pas d'extrême droite, et il y aura des gens qui n'ont pas d'engagement politique particulier, il y en aura de tous les bords, de tous les tableaux. Donc non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une manifestation d'extrême droite, et le fait que j'en souhaite le succès, et que mes amis vont s'y impliquer partout, n'en fait pas non plus une manifestation insoumise. C'est une manifestation populaire, auto-organisée, d'initiative réellement citoyenne, pas des gens déguisés en citoyens qui se racontent qu'ils représentent les citoyens. Non, c'est vraiment des gens qui ont... Pourquoi ils font ça? Ils font d'abord parce qu'ils savent que ce qu'on raconte est faux. Je veux dire, ce que raconte le pouvoir est faux. Ce n'est pas une taxe écologique, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut rouler 10 km de moins que ce qui roulait la semaine d'avant. Les gens sont obligés de rouler. D'accord? Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Et s'il en est ainsi, c'est parce que ceux-là même qui aujourd'hui viennent leur donner des leçons d'écologie depuis le gouvernement macroniste, c'est-à-dire les libéraux, les capitalistes de toutes sortes, les financiers de toutes sortes, c'est eux qui ont installé les centres commerciaux à la sortie des villes, plutôt que dans les quartiers ou dans les centres-villes où ils se trouvaient auparavant. On pouvait aller faire ses courses à pied. Allez faire vos courses à pied aujourd'hui. Vous allez aller depuis votre cité jusqu'au centre commercial et pousser le caddie à la main. Vous allez mettre un cheval ou un bourricot devant. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Personne n'a le choix. Et supposez que ce soit le moment où vous allez au travail. Vous pouvez y aller à pied au travail, en bicyclette? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc vous êtes obligé d'y aller et de mettre de l'essence et de mettre du gasoil, de mettre du diesel dans votre véhicule. C'est comme ça. Par conséquent, que va-t-il se passer? Ce que tout le monde va vous dire. Ça va coûter plus cher, donc les gens auront moins de pouvoir d'achat, mais comme ils seront obligés de se déplacer exactement comme avant, eh bien, ils vont ou bien moins manger, ou ne pas se soigner, ou renoncer à des loisirs, ou à certaines dépenses élémentaires. J'ai dit que pour 20 km pour aller à son boulot, c'est 200 € par mois. Et si vous êtes au SMIC, eh ben, ça représente 17% de votre salaire. Donc c'est des quantités, c'est des sommes et des quantités considérables dont on parle là. Et ceux qui ont essayé d'organiser un tableau dans lequel soit on dit voilà, il y a tel ou tel parti qui est très important dedans, ou qui essaye de raconter que c'est une lutte entre ceux qui ont une conscience écologique et ceux qui n'en ont pas. Vous vous rappelez Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a dit oui, en gros c'est les gros beaufs avec leurs cigarettes qui roulent au diesel. Ben vas-y toi, les porter sur ton dos, ça fera une différence.
Bon, eh bien ce mépris pour le peuple, et qui est absolument pas fondé, n'a fait qu'aggraver la colère des gens. Et moi je le comprends, parce que jamais les Français ont été aussi prêts et disposés à comprendre les mesures qu'il faut prendre sur un plan écologique qu'aujourd'hui. Dans le moindre village de France, partout où on vous permet de trier vos poubelles, vous le faites. Eh bien, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est le plus intime. C'est à la maison que ça se passe. C'est vous êtes en train de faire à manger, vous déballez les courses, hein, eh bien, partout où on peut, on va mettre les emballages dans un sac, on va mettre les produits organiques dans un autre, dans une autre poubelle, etc. Des millions de Français font ça. Et si on leur demandait d'autres choses, ils les feraient aussi. Et si on leur dit on ne roule plus au diesel et tenez, je vous donne un chèque, allez vous acheter un autre véhicule, eh bien ils iraient acheter un autre véhicule. Mais il n'y a aucune raison de les punir et de les insulter par-dessus le marché. Les punir en leur volant une partie de leur pouvoir d'achat au profit des riches. Oui, au profit des riches. Vous allez payer la différence de l'argent qui ne rentre pas dans la caisse de l'État parce que les très riches de notre pays ne payent plus d'impôts sur la fortune. Vous allez payer parce que les très grandes entreprises qui accumulent des profits dans notre pays ne payent pas d'impôts dans notre pays. Vous allez payer parce que les fraudeurs du fisc vous volent chaque année 100 milliards dans ce pays, 1000 milliards au niveau de l'Europe. Alors maintenant, ça suffit. Les gens sont très en colère et ils ont raison. Je souhaite le plus grand succès possible le 17 novembre et la plus grande auto-organisation possible. Bon, alors, écoutez-moi. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous paraît efficace. D'ailleurs, nous, on va sans doute encore redécouper la fin pour la faire tourner à propos du 17 novembre. Ça peut aider, hein. Il y a des tas d'endroits où on m'a dit, bah c'est bien parce que les députés insoumis sont beaucoup intervenus contre cette augmentation de carburant. On l'a fait une question d'actualité au Parlement avec notre ami Clémentine Autain, François Ruffin l'a fait, Alexis Corbière, Adrien Quatennens, et bon, je ne vais pas faire toute la liste, évidemment Mathilde Panot, parce que vous avez été plus de 2 millions à regarder le discours qu'elle a prononcé, un discours magnifique, à la tribune de l'Assemblée nationale, au moment où votait le budget des transports. Alors là, mon vieux, elle les a pas ratés, hein. Elle y a été, elle leur a dit leur fête, et elle les a bien pris à partie. Mathilde Panot est une des dirigeantes du mouvement La France Insoumise, et une de ses fondatrices les plus directes. Alors ça aussi, c'est une jolie vidéo, faites-la tourner, elle est même mieux dite et mieux faite que ce que moi-même je suis en train de vous dire. Si ça vous plaît, n'oubliez pas, mettez des pouces bleus, parce que ça encourage. Et puis, si vous voulez vous abonner, ben, vous êtes les bienvenus, parce que c'est absolument gratuit. Et puis, ça vous permet de savoir, quand je reprends la parole, bon, voilà, quoi, ça prend une demi-heure à écouter, et puis on peut arrêter avant, hein, si on veut. Mais après, si on veut continuer après, ça, non, on peut pas, parce que ça s'arrête. Voilà, à bientôt les amis, à la prochaine revue de la semaine, et ce sera la 77e.